Kadi Kara Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, d'information au Kara. C'est la valeur sûre. Hello everybody, welcome to Kadi Kara Channel TV. Nous avons l'immense plaisir de recevoir une haute personnalité malienne qui navigue entre le Canada, Dubaï, le Mali, la France, M. Sanoussa, président de la Fédération des PME-PMI du Mali. Bonjour M. Sanoussa. Bonjour Madame Kadi. Vous êtes très bien suivi donc. Eh bien, je suis vraiment très à l'aise et très content d'être devant Kadi Channel TV, une chaîne assez magnifique et dynamique que j'apprécie à plein titre, derrière laquelle se trouve une personne très importante qui me surprend de jour en jour par rapport à ses exploits, Madame Kadi. Et je suis très ravi de partager ce moment avec vous et d'être avec vous et de partager, de dire ce que je pense du monde des petites et moyennes entreprises, de dire ce que je pense de ce que peut être demain et ce que nous pouvons construire ensemble. Voilà, Madame Kadi, très honorée de votre invitation devant votre chaîne de télévision. J'apprécie. Et là, au jour d'aujourd'hui. Alors, vous avez participé à des forums, notamment le leadership légal, le brainstorming Kadi Kara Channel TV. Donc, je suppose que vous avez également un rôle où vous tissez des partenariats internationaux. C'est un des rôles également des présidents. C'est comme je l'ai représenté l'organisation à l'international. Inciter les investisseurs à aller vers les PME maliennes. Inciter les PME maliennes également à sortir à l'international pour acquérir le savoir-faire, l'expérience, le partenariat. Donc ces différentes rencontres, entre autres que j'ai participé en France ici et d'autres que j'avais assisté également à Bruxelles et puis en Allemagne, à Francfort, alors sont de nature à ce que nos PME maliennes puissent avoir vraiment des relations avec leurs homologues de ces pays-là. Ce que j'ai eu la participation que j'ai eu à faire au niveau du Forum du Sénégal, c'est vraiment quelque chose qui était d'une importance capitale parce que parler de l'épine dorsale des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire l'accès au financement. Nous sommes une des PME qui exercent non seulement au Mali, mais nous pouvons également exercer au Sénégal par rapport au contexte dans lequel nous sommes, le contexte des organisations sous-régionales telles que l'UEMOA et la CEDEAO. Avec le Sénégal, nous partageons cela. Également, nous faisons partie de la diaspora sénégalaise. Donc, l'investissement du Mali peut être égal à l'investissement du Sénégal. Alors voilà toute l'importance. Et les deux PME maliennes et sénégalaises travaillent vraiment ensemble de façon assez étroite et assez fructueuse. Alors, votre rencontre que j'ai eu à participer également dans votre ville très coquette m'a été d'une satisfaction top, puisque j'ai rencontré là-bas certaines autres personnalités de la législation et puis de la municipalité, ainsi que certains leaders même de l'action sociale. Et ensuite, votre maire que j'ai très bien apprécié par rapport à tous ces quelqu'un comme accompagnement par rapport à vos actions. Et ensuite, certaines découvertes. Cela va nous pousser tout de suite, m'a poussé à tout de suite avoir une idée comment est-ce que les PME maliennes ou une ville malienne peut être en collaboration avec les PME de votre localité de façon vraiment singulière, que ça ne soit même pas d'une étendue nationale ou internationale, mais de locaux avec leurs partenaires, les entreprises d'une localité malienne, avec les entreprises d'une localité chez vous, comment les mettre en maillage et échanger les expériences, donner et savoir, donner et recevoir. Nous pouvons donner et recevoir, et ils peuvent donner et recevoir. Parce que là, l'échange, c'est des deux côtés. Alors, on va poser une question concernant, on va dire, l'état de santé. Les PME-PMI du Mali, avec les instabilités qu'on rencontre aujourd'hui au Mali, quel est l'état de santé des petites et moyennes entreprises au Mali? Les instabilités, en toute sincérité, elles existent. Elles existent d'ordre sécuritaire, elles existent d'ordre financier. Mais moi, j'ai beaucoup plus peur de l'instabilité financière que de l'instabilité sécuritaire.
Parce que l'instabilité sécuritaire est liée à un certain nombre de données qui souvent peuvent être maîtrisées rapidement et ramener la paix. Et puis ça ne touche pas l'ensemble du pays. Il y a un segment du pays qui se trouve en insécurité et ce segment du pays aujourd'hui, la stabilité est en train de faire. Mais cette instabilité ne touche pas le monde des affaires. Quelle que soit l'instabilité qui se trouve entre cette partie du pays et la partie gouvernementale de notre pays, mais nous, les hommes d'affaires, nous circulons librement parce que c'est le même franc CFA qui circule de Bamako à Kidal. Ce sont les mêmes hommes d'affaires qui font des affaires de Bamako à Kidal jusqu'en Algérie, jusqu'au Niger, jusqu'à Niamey. Donc, le problème pour le moment, cette insécurité existerait, mais ne touche pas le monde des affaires. Donc, je veux le dire à travers votre chaîne, haut et fort, pour que les gens entendent que cette insécurité ne touche pas et n'a jamais touché le monde des affaires. Maintenant, cette instabilité monétaire ou financière qui aujourd'hui peut toucher le franc CFA qui aujourd'hui est un peu aiguillé entre ceux qui sont pour le franc CFA, ceux qui ne sont pas pour le franc CFA, ceux qui sont pour le changement monétaire, en fait que la zone CEDEAO fasse une seule monnaie qui est prévue en 2020, est en train d'entraîner une sorte d'instabilité où souvent des flux de capitaux sont en train d'exercer parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Il y a un silence. C'est-à-dire les autorités de ces différents pays ne communiquent pas beaucoup avec nous, hommes d'affaires, qui, normalement, l'argent existe, c'est notre matière. C'est-à-dire quand on parle des PME, c'est le cordon ombilical de l'ensemble de nos économies et de nos finances dans ces différents pays. Alors si un changement monétaire doit avoir lieu, notre contribution modeste qu'elle soit doit être recherchée et doit être vraiment de taille pour pouvoir chercher à ce qu'il y ait un équilibre dans ce pays-là. Mais malheureusement, la date où je vous parle aujourd'hui, à ma connaissance, je n'ai entendu dans aucun pays la contribution demandée sur la PME par rapport au changement monétaire et notre avis, qu'est-ce qu'on en pense. Donc c'est cette instabilité que je crains beaucoup plus que l'instabilité avec le terme. Donc de là, je peux vous dire que les petites et moyennes entreprises se portent bien, se portent même très bien, puisqu'elles ont une indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de fluctuations politiques. D'accord. Alors, je vous le dis, je vous donne un exemple très simple. En 2012, il y a eu un coup d'État au Mali. Toutes les grandes entreprises ont fait. Elles sont rentrées. Sont restées au pays seulement les petites et moyennes entreprises qui ont supporté l'économie du pays, qui ont honoré les engagements du marché de l'État, qui ont ravitaillé le pays pendant toute la période où le Mali était sévère de toute aide internationale. Donc, cela veut dire que les PME ont une santé solide. Mais cette santé solide doit être soutenue et maintenue. Et il y a une problématique maintenant qui les gêne, ça c'est la problématique de l'argent de financement, où les banques sont très frileuses, et là aussi c'est lié au problème monétaire, c'est-à-dire le problème des francs CFA. Donc voilà un peu, quand la santé quand même, je peux vous dire que, par exemple au Mali, je l'ai dit haut et fort, le Mali est l'un des rares pays où le national a beaucoup plus dominé que vraiment les investisseurs internationaux. Mais cela ne veut pas dire autant qu'on n'a pas besoin d'investissements internationaux. On en a besoin et on a vraiment un maillage entre les PCA et complémentarité. Forcément, nous avons besoin de finances extérieures pour pouvoir discuter de nos. D'accord. Donc là, je retiens, vous dites que pour cette nouvelle monnaie, l'éco, le passage entre l'éco et du franc CFA à l'éco, il y a peut-être une consultation qui devrait être faite auprès des hommes d'affaires pour pouvoir mieux apprécier cette monnaie, c'est ça? Mais évidemment, Kali, c'est-à-dire que quand on veut par exemple changer la constitution de notre pays, on va réformer. Pourquoi on le fait, c'est pour prendre l'avis des fils du pays, on veut faire un tel changement, quel est votre avis? Mais qu'on ne fasse pas un référendum sur le changement monétaire, mais au moins que le minimum, que les autorités se disent attention, ce sont les hommes d'affaires qui manipulent l'argent à l'intérieur et à l'extérieur. Prenons leur avis et sont devant avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça manque ce politique. Encore au niveau des PME, nous disons qu'on ne l'aura pas reçu. C'est pourquoi nous nous préparons même à aller aux autorités. Quand elles viennent par nous, on va en elles parce que le pays c'est pour nous tous. Ce n'est pas elles seules qui construisent, mais nous allons construire ensemble. Si ça les a échappés, nous allons les faire rappeler que vraiment il est temps que nous parlions et que nous sachions qu'est-ce qui se passe derrière. Avec tout ce qui se passe sur le plan médiatique, sur le plan des réseaux sociaux, dans les rencontres, partout où c'est décrié, où chacun dit ce qu'il se passe, alors il faut vraiment qu'on soit autoritaire. Qu'on parle, qu'on s'asseye, qu'on se comprenne, qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire. Pour qu'au moins on regarde tous dans la même direction.
qu'on ait la même vision et qu'on ait vraiment la force, réunisse la force pour bien booster la chose. Donc il faudra qu'on mette entre guillemets un volet sur l'éco. Hein. Bon, à prévoir, avec ça la se fait. Donc là, le Mali, aujourd'hui, c'est quand même un pays qui est encore en chantier et qui est encore convoitisé par les grands investisseurs. Mais les investisseurs sont encore sceptiques pour accompagner le Mali dans son développement, notamment en termes d'injection financière. Donc vous, quel message vous avez auprès de ces investisseurs concernant le Mali? La première des choses que je peux demander aux investisseurs, ce n'est pas de m'écouter, d'écouter ce que je dis, mais de venir au moins voir une fois. Parce que voir une fois, vous venez d'entendre 100 fois. Il est vrai que, et je l'ai dit tout de suite tantôt, que le problème sécuritaire existe au Mali, avec vraiment souvent des corollaires d'assassinats que nous n'avons jamais vus. Ça existe, pas sur le bas de la face. Mais nous savons qui sont derrière. Nous savons pourquoi c'est fait. Mais nous n'allons pas nous mettre vraiment de cela. Tout ça, ça va être un peu l'effet des jours. Mais aujourd'hui, ce que nous souhaiterons est que les investisseurs aient le courage de venir au Mali. Regardez ce que nous faisons. Voir les opportunités qui existent. Voir quel modèle d'affaires peut-on développer avec le Mali, même si on a peur de mettre son nom. Il n'est pas interdit, on peut ne pas être dans un pays et développer des affaires avec le pays. Il suffit seulement d'être avec le partenaire avec lequel nous parlons. Et nous allons mettre les mécanismes en place pour qu'au moins ces investisseurs-là, leur investissement soit garanti à 100% pour qu'au moins ce qu'ils créent n'arrive pas. Donc là, on peut vraiment parler aux investisseurs que le besoin existe pour eux et pour nous. Parce que quand on investit, c'est pour gagner. Et nous, on peut le garantir que gagner là peut exister. D'accord. Mais il faudrait d'abord tenter sa chance. Alors, et au niveau des entreprises déjà qui sont en place, des petites et moyennes entreprises, quelles sont les mesures qui sont déjà en place pour booster ces entreprises? Mais il y en a plusieurs. Il y a d'abord plein d'ONG qui sont là, des organisations internationales qui sont là pour les petites et moyennes entreprises. Il y a des accompagnements au niveau du gouvernement, par exemple, qui a mis en place récemment, ça fait quelques années, le fonds de garantie pour le secteur privé, qui garantit à 50% par exemple toute demande de financement d'une entreprise de côté du banque. Donc, parce que le problème des petites moyennes, c'est vraiment quelle garantie il faut apporter aux banques pour pouvoir avoir accès au financement. Donc, là, le fonds de garantie d'ores et déjà prend 50% des garanties pour pouvoir assurer une banque de pouvoir financer la peine. Ça, c'est entre autres. Il y a également au niveau de la BCAO, récemment, nous sommes actuellement sur ce projet, et le dispositif d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La BCAO a donc mis en place le dispositif de financement des petites et moyennes entreprises à travers l'UEMOA, et ça a été une décision des autorités de l'UEMOA, ça fait les 8 pays de l'UEMOA, les chefs d'État se sont réunis pour dire bon, nous allons aider nos PME. La BCAO a conduit une étude qui a regardé de temps à autre quel est le problème au niveau des PME, quel est le problème au niveau des banques, quel est le problème au niveau de l'État. Donc chaque acteur a été donc chargé d'exécuter quelque chose. Les banques c'est financé, la BCAO c'est un refinancement à 90% des financements accordés aux PME. L'État c'est mettre en place un point focal au niveau du trésor pour le paiement rapide des mandats des petites et moyennes entreprises. Pour que les mandats, une fois que ça arrive au trésor, automatiquement c'est payé. Et aussi un dispositif de donner à peu près 20%, un pourcentage, pas 20%, mais un pourcentage des marchés de l'État aux petites et moyennes entreprises. Il y a des États qui ont pris 20%, il y a des États qui ont pris un seuil au-delà de 2 milliards, c'est accordé directement de 0 à 2 milliards, accordé directement aux petites et moyennes entreprises. Les marchés de l'État, parce que l'État est le gros pouvoir, quand même dans le cadre des recettes et même de passation de marché. Donc voilà, entre autres, un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Il y a également la formation. D'accord. La formation des formateurs. La formation de la main d'œuvre qualifiée pour mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises. Parce que là aussi ça pose problème. Souvent les petites et moyennes entreprises cherchent souvent de la main d'œuvre qualifiée à l'entreprise. Donc nous, par exemple, au niveau du réseau des petites et moyennes entreprises, nous faisons l'enquête de marché pour voir quel est le besoin du marché en matière de main d'œuvre qualifiée. Il fut un moment, c'était les secrétariats, les secrétaires, les comptables. On en a tellement formé que finalement, on n'en a plus besoin. Donc, nous avons changé de tactique pour voir quel est le marché à besoin. C'est des contre-maîtres,
c'est des maçons, c'est des plombiers. Donc on les forme et on les met à la disposition des entreprises pour que ces main-d'œuvre qualifiées puissent également aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Donc voilà, tant d'autres, il y a également d'autres des partenaires techniques et financiers qui ont mis des projets en place. Normalement, il y avait un projet dans le Tanois qui était au bout. Il y en a plusieurs pour vraiment aider les PME. D'accord, bon, c'est super. Et en termes économiques, on va parler économique. Là, maintenant, les petites et moyennes entreprises du Mali, que représentent-elles au niveau de l'économie malienne en termes de PIB, en termes d'emploi des femmes, de la jeunesse et quel est un peu le positionnement Aujourd'hui, quand vous prenez les 100% des entreprises, les PME sont à hauteur de plus de 90% quand même des entreprises. Les grandes entreprises, c'est peut-être au niveau de 8-7%. Donc ça peut vous dire que toute vraiment la crème de l'économie du pays sont les petites entreprises. Je vais prendre l'exemple simple. Prenez par exemple ce qu'on appelle au Mali d'habitude Sokrama, c'est-à-dire les minibus interurbains. Les minibus interurbains. Vous trouvez qu'il y a un chauffeur, il y a un apprenti, 2 apprentis. Et il y a un surveillant au niveau de la gare, donc 4 personnes. Et il y a un suppléant chauffeur, 5 personnes, pour un seul véhicule dont le montant n'atteint pas 5 millions de francs CFA. Et toutes ces 5 personnes, leurs familles et tous ces qui se nourrissent sur ce véhicule, plus le propriétaire. Et mine de rien, c'est des trucs qui font des chiffres d'affaires. Donc là, je prends cet exemple très simple. Vous prenez par exemple un mécanicien qui a son garage, qui est là avec à peu près une dizaine d'apprentis. Mais tous les jours, chacun d'eux travaille et arrive à avoir quand même comment nourrir sa famille à sa propre besoin. Donc ça c'est un exemple, des exemples entre autres, que les PME constituent le cordon ombilical de nos économies et de nos finances. Ça, je vous ai donné l'exemple simple de l'État de Mali. Et aujourd'hui, tous les marchés de l'État, à hauteur de 90% sont respectés. La sous-traitance souvent par les grandes entreprises peuvent se faire au niveau également des PME qui souvent passent inaperçus. Mais c'est de ce côté-là, je peux vous rassurer que les PME ont aujourd'hui plus de poids que n'importe quelle entreprise au niveau de l'économie et des finances. Que ce soit le taux de bancarisation, que ce soit au niveau de la fiscalité, c'est les PME qui sont vraiment au niveau top quand même par rapport. Comment la diaspora peut-elle s'impliquer et participer en toute sécurité à l'entrepreneuriat au Mali et précisément dans quel secteur? Quels sont les secteurs clés? Le secteur clé, je commence par là, c'est l'agriculture. Le secteur clé, parce que l'agriculture, il faut voir ça de façon large, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout ce qui se suit. Donc ça c'est d'abord le plus gros secteur, c'est le grand secteur. Si à cela peut s'ajouter l'industrie. Même si c'est la petite industrie, la transformation des produits locaux. Bon, le commerce, oui, forcément, parce que quand tous les produits sont faits, il faut forcément les commercialiser. Et ensuite les services. Donc, là, la diaspora, aujourd'hui, est un poids non négligeable dans notre pays. Puisque la diaspora apporte plus que ce que les partenaires financiers, techniques et financiers nous apportent par an. Donc cela veut dire que ça se coûte à chiffre de milliards. Maintenant, il y a d'abord cette diaspora qui est aujourd'hui intellectuelle, qui a des compétences technologiques et beaucoup de choses. Alors il vaut mieux aujourd'hui être roi. Un borgne est roi dans un pays d'Amérique. Vous comprenez? Donc, ils sont là, il y en a. C'est quand tu dis qu'aujourd'hui, je veux un géotechnicien, il y en a plusieurs. Peut-être tu trouves que dans une région du Mali, il y a manque. Donc, lui, il sera mieux là-bas à développer son expérience et à être valeur à son pays. Puisque quelqu'un a dit une chose quelque part que j'écoute toujours, que je suis étranger quand je vais chez moi et je suis étranger quand je suis à l'extérieur. Et c'est ce qui touche la diaspora. Et il faut essayer de sortir de ça. On a beau durer dans l'eau, le tronc d'arbre ne sera jamais un caïman. Donc il faudrait aujourd'hui que la diaspora comprenne que la source
le développement de la source, leur place est dedans et à pas un niveau négligeable. Donc, que ce soit vous, que nous tous essayons de conscientiser ceux qui sont là, qui ont acquis des expériences, qui ont eu vraiment de la compétence, de venir investir ces compétences dans le pays. Donc, ceux qui sont sur le niveau financier, peuvent, à toute sécurité, venir voir le secteur. On n'est pas obligé souvent de passer par la structure gouvernementale, souvent, il y en a qui sont lourdes, mais on peut aller créer son entreprise. Une fois son entreprise créée, on peut s'installer. Maintenant, si maintenant l'institution veut une sécurité, le réseau des petites et moyennes entreprises est là exactement pour offrir cette sécurité à leur investissement. En quoi faisant? En leur aidant d'abord à avoir des documents légaux, en les aidant à avoir comment avoir une parcelle d'investissement, en les aidant à comprendre le côté social, parce que quand on quitte un pays, depuis très longtemps, quand on y revient, souvent quand on ne comprend pas les dés sociaux, il est difficile de jeter ces dés-là. Donc nous, on va les aider comment pouvoir comprendre le jeu social, comment pouvoir s'insérer dans ce groupe, quels sont réellement les chronoporteurs. On peut les aider, les orienter et les aider également à ce qu'ils puissent éviter d'être frappés par les débits de galeuses. Parce que les débits galeuses existent partout. Là, ici, il y en a partout. Mais c'est des gens très malins. Mais nous, on se connaît, on sait qui peut faire. Donc là, cette garantie, on peut l'offrir. On peut également, en cas de litige, les assister sur le niveau juridique, que ce soit par que ce soit par même d'autres systèmes pour pouvoir les aider à ce que leur investissement ne soit pas vain. Donc là, c'est vraiment cette sécurité qu'on peut offrir nous. Mais en dehors de nous, il y a l'État qui est en place. Il y a les tribunaux de commerce qui sont en place. Il y a les cours d'arbitrage qui sont en place. Tout ça, c'est pour aider à ce que vraiment les choses soient faites dans les normes. Donc vraiment, la diaspora, elle est plus la bienvenue et on en a besoin. Autant elle a besoin, autant nous aurons besoin. Bravo. En ce qui concerne votre vision nous intéresse et nous voulons savoir pour ces entreprises, ces petites et moyennes entreprises de Mali, quelle est la vision? Ma vision personnelle, qui n'engage que moi, est qu'aujourd'hui, il faut que ces petites et moyennes entreprises comprennent en elles-mêmes d'abord qu'elles constituent le socle du développement. Et que cela, personne ne fera le pays à leur place. Déjà, elles y sont. Maintenant, qu'est-ce qui peut aider? C'est le sérieux. Le sérieux dans le travail, le civisme dans le travail et l'éthique. On dit souvent que éthique et finance ne se marient pas, je ne suis pas d'accord. L'éthique est exercée dans toute activité dans le monde. Ces pays aujourd'hui peuvent sans nul doute développer leur pays, sans aucun doute. Mais il faut aller en quoi? À l'essentiel, c'est-à-dire aux secteurs qui peuvent développer. Les gens négligent l'agriculture, il faut y aller. Les gens négligent la transformation des produits locaux, il faut qu'on y aille. Nous avions aujourd'hui dans ce pays pas mal de produits crus qui sont souvent jetés à la nature, non transformés, même pris à de mettre dans sa nature existante et être même exporté à la nature brute, cela pose problème. Donc aujourd'hui, ma vision est qu'il faut aujourd'hui que nous-mêmes nous mettons ensemble, qu'on essaie de voir quel est le secteur qu'on peut pousser tout de suite. Un à un, et on arrivera à y agir. Mais quand on se met sur le tout à la fois, les défauts, les informations dispensées, mais on se met sur un ou deux secteurs, on l'organise, on le ficelle, on part de ce secteur, on va à un autre secteur. Seul, on ne peut rien faire. Il faut aujourd'hui que les grands ensembles se créent dans le monde. Il faut que nous aussi, on ait vraiment cette culture d'être ensemble. Ça, c'est ma vision de demande de permettre que l'ensemble, c'est-à-dire être ensemble, se regrouper, et que derrière ce regroupement, il y ait une politique d'appui. Et quand une politique d'appui veut, elle veut. Et quand elle vient, elle est la bienvenue parce qu'on a la. Donc ma vision est que
le regroupement aujourd'hui est plus que nécessaire. Plus que nécessaire pour voir un an un des secteurs, comment les booster et comment les mettre en œuvre. Très bien. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Monsieur le téléspectateur. Je reviens sur ce que j'avais commencé, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez devant vos écrans ou devant vos smartphones, et je suis une personne comblée de joie et très ravi aujourd'hui d'être avec ma soeur Kadi, que j'apprécie beaucoup, et qui, au-delà de sa propre personne, est en train de faire des efforts extraordinaires pour que le monde sache qu'est-ce qui se passe en Afrique chez nous. Comment peut-on aider ce continent? Comment peut-on développer ce continent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle fait des efforts extraordinaires. Il appartient à nous aussi de l'accompagner dans ce qu'elle fait, de l'appuyer, de la soutenir. Bon, maintenant le slogan. Le slogan. Alors, le slogan, je connais le slogan. Et le slogan c'est quoi, Kadi? Let's do it. Let's make it. Let's make it. Let's in it, you know what I'm saying. Ça c'est l'international en anglais, il faut que ça parte et que tout le monde comprenne. Merci Kadi de cette interview et j'en suis très ravi. Bon courage. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci beaucoup. Au revoir. Kadi Karat Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, d'information au Cara. C'est la valeur sûre.